Nom et prénom, lieu de naissance, domicile. André Chénier, né à Constantinople en 1762. J'habite à Paris chez mon père, 97 rue de Cléry. Qui fréquentes-tu? Le citoyen Chénier refuse de répondre. Comment vis-tu? Je l'ai dit, je vis chez mon père. Ça peut pas faire de mal. Pourquoi es-tu dans cette maison? Le citoyen Chénier refuse encore de répondre. Après l'interrogatoire consigné dans le procès-verbal ci-dessus, nous ordonnons que le citoyen Chénier soit conduit à Paris et incarcéré par mesure de sécurité générale. Signe. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. Ça peut pas faire de mal. Le dernier des classiques, le premier des romantiques, dans les deux cas éternel amoureux de la nature, de l'amitié, des femmes, muse, égérie, inspiratrice, amante, Camille, Fanny, Marie, Louise, aimée et la préférée, liberté. La sainte liberté, fille du sol français. Ça, c'est Catherine Salvia qui vient de le dire. Elle nous fait l'honneur d'être avec. Bonsoir Catherine. Bonsoir. C'est à Constantinople qu'André Chénier voit le jour le 30 octobre 1762. Et c'est de lui dont il s'agit ce soir. Son père, Louis Chénier, originaire du Poitou et auxiliaire de l'ambassadeur de France. Sa mère, Élisabeth Santilomaca, est passionnée de culture grecque. Galata, que mes yeux désiraient si longtemps. Car c'est là qu'une Grecque, en son jeune printemps, belle, au lit d'un époux, nourrisson de la France, me fit naître français dans les murs de Byzance. La famille Chénier revient en France dès 1765. André n'a que 3 ans, mais toute sa vie, il sera hanté par la littérature hellénique, chère à sa mère, qui tient salon à Paris, dans le quartier du Marais. Habillée à l'oriental, coutume très à la mode en cette deuxième moitié du XVIIIe siècle. Elle influence fortement ses fils. Marie-Joseph, le cadet, écrit des tragédies. André, de la poésie. Il signera même ses premiers écrits, Andreas Byzantinus. À peine avais-je vu luire 16 printemps, aimant déjà la paix d'un studieux asile, ne connaissant personne, inconnu, seul, tranquille. Ma voix humble à l'écart essayait des concerts. Ma jeune lyre osait balbutier des vers. Au collège de Navarre, où il fait de brillantes études, il fait la connaissance de quelques amis. Ils se resteront mutuellement fidèles jusqu'à la mort. Depuis que, de Pandore, un regard téméraire versa sur les humains un trésor de misère, pensez-vous que du ciel l'indulgente pitié leur ait fait un trésor plus beau que l'amitié? C'est un véritable culte qu'il voue à l'amitié. Ce sont les frères Truden, chez qui il fait de longs séjours au château de Montigny, près de Melun. Je me souviens qu'étant à Montigny, à l'âge de 14 ou 15 ans, la veille de notre départ, je trouvais sous ma main les lettres persanes. À la fin de la première lettre, arrivant à cette phrase « Sois sûr qu'en quelque lieu du monde d'où je sois, tu as un ami fidèle », j'en fus ému et frappé fortement. Et j'aurais donné tout au monde pour avoir un ami, Roustan, dont il fallut me séparer afin de la lui répéter. Plus tard, au moment de partir en voyage, André Chénier disait aux amis qu'il laissait « Croyez, car en tout lieu mon cœur m'aura suivi, que partout où je suis, vous avez un ami. » C'est son ami Abel de Malartic. Abel, doux confident de mes jeunes mystères. Vois, mai nous a rendu nos courses solitaires. Viens à l'ombre écouter mes nouvelles amours. Viens, tout aime au printemps, et moi j'aime toujours. Ce sont les frères de Pange, Louis et François, en leur château de Songy. Où la Marne, lente en un long cercle d'îles, ombrage de bosquets l'herbe et les prés fertiles. À Mareuil-sur-Aille, en Champagne. Nous visitions les bois et les coteaux vineux. Oh, de Pange, ami sage, est bien fou qui s'ennuie. Si les destins 2 fois nous permettaient la vie, l'une pour les travaux et les soins vigilants, l'autre pour les amours, les plaisirs nonchalants,
On irait d'une vie âpre et laborieuse vers l'autre vie, au moins pure et voluptueuse. Mais si nous ne vivons, ne mourrons qu'une fois, et pourquoi, malheureux, sous de bizarres lois, tourmenter cette vie et la perdre sans cesse, haletant vers le gain, les honneurs, la richesse, oubliant que le sort, immuable en son cours, nous fit des dons mortels et combien peu de jours. Sans les dons de Vénus, quelle serait la vie? Dès l'instant où Vénus me doit être ravie que je meure, sans elle, ici-bas, rien n'est doux. Il faut ajouter le peintre David, le poète Lebrun, qui se brouilleront à la Révolution, et enfin le délicieux marquis de Brazais. Né soldat de Dieu, et ne connaissant que deux emblèmes, la croix et la fleur de lys. Muse, va de Lebrun gourmander les lenteurs, et dis-lui qu'à m'écrire il est lent à mon gré, que de mon cher Brazais, pour un temps séparé, les ruisseaux et les bois, et Vénus, et l'étude, adoucissent un peu ma triste solitude. Ces vieilles amitiés de l'enfance première Se voit très sérieusement concurrencé par son amour des femmes, ses muses, ses égéries. Quelqu'un que vous ne connaissez pas encore ne vous a pas quitté les yeux un seul instant. Et où est-il? Là, derrière vous. Je ne l'ai jamais vu, en effet. Je sais seulement que c'est un bourgeois. Tiers état, comme on dit aujourd'hui. Et comment s'appelle-t-il? André Chénier. Au flambeau de l'amour, j'ai vu fondre mes ailes. L'amour seul dans mon âme a créé le génie. L'amour est seul arbitre et seul Dieu de ma vie. Tout embrasait mon sang, tout mon sang est amour. André plaît beaucoup, pourtant il n'est ni beau ni attirant. Ses traits, fortement prononcés, sa taille athlétique sans être haute, son teint basané, olivâtre, ses yeux ardents, gris-bleu, fortifiaient, illuminaient la parole. Dit un autre de ses amis, Lacretelle. Il était fort laid, peut-être, mais il possédait le charme. Les femmes ne s'y trompent pas. Elles lui rendent amour pour amour. Les muses et l'amour ont les mêmes retraites. L'astre qui fait aimer est l'astre des poètes. Mon cœur s'ouvre avec joie à l'espoir glorieux de chanter à la fois les belles et les dieux. Prompte dans tous mes pas à me suivre en tout lieu, le rire sur la bouche et les pleurs dans les yeux, partout autour de moi, mes jeunes égéries promenaient les éclats de leurs folles orgies, et les cheveux épars, se tenant par la main, de leur danse élégante, égayaient mon chemin. Cependant, n'ayant plus de traits dans son carquois, Diane se repose et dort au sein d'un bois. Haletant sous ses pas son jeune chien fidèle, l'œil sur elle, attaché, vient s'asseoir auprès d'elle. Muet, l'oreille droite, il attend son réveil. Et si la chaste reine, au milieu du sommeil, laisse vers lui tomber une main nonchalante, il y va promener sa langue caressante. La mode est aux périphrases. Quand une belle boit une tasse de bon chocolat, Chénier écrit « Pour elle, en ce moment, au sortir de son lit, dans ses coupes dont Sèvres, émule de la Chine, façonne et fait briller la pâte blanche et fine, les glands dont l'hyémène recueille la moisson mêlent au flot de lait leur amère boisson, et du noir cacao, la liqueur onctueuse teint sa bouche et ses lys d'une empreinte écumeuse. » À 19 ans, le voilà cadet au Royal Angoumois. Un an plus tard, de retour à Paris, il retrouve ses chères muses. Pleurez, doux Alcyon. Ô vous, oiseaux sacrés, oiseaux chers à Thétis, doux Alcyon, pleurez. Elle a vécu, Myrto, la jeune Tarentine. Un vaisseau la portait au bord de Camarine. La limène, les chansons, les flûtes, lentement, devaient la reconduire au seuil de son amant. Mais seule sur la proue, invoquant les étoiles, le vent impétueux qui soufflait dans les voiles l'enveloppe. Étonnée et loin des matelots, elle crie, elle tombe. Elle est au sein des flots. Elle est au sein des flots, la jeune Tarentine.
son beau corps a roulé sous la vague marine. Tétis, les yeux en pleurs, dans le creux d'un rocher, où monstre dévorant eut soin de le cacher. Hélas, chez ton amant tu n'es point ramené. Tu n'as point revêtu ta robe d'hyménée. Je me livrais souvent aux distractions et aux égarements d'une jeunesse forte et fougueuse. La chaleur de l'âge et des passions. Aimant tous les humains de tout le monde, aimé. L'amour est le plus puissant mobile du génie. Presque toute sa vie tient dans les quelques années qui précèdent la tourmente révolutionnaire. Vie d'études et de plaisir, jour de printemps, jour couronné de roses. La sainte poésie et m'échauffe et m'entraîne. Homère, Virgile, Ovide, Malherbe. Il les admire, il les relit sans cesse. Il n'a pas honte de les imiter, de les copier. Tantôt chez un auteur, j'adopte une pensée, tantôt je ne retiens que les mots seulement. J'en détourne le sens et l'art sait les contraindre vers les objets nouveaux qu'il s'étonne de peindre. Qui que tu sois, enfin, ô toi, jeune poète, travaille. Ose achever cette illustre conquête. De preuves, de raisons, qu'est-il encore besoin? Travaille. Un grand exemple est un puissant témoin. Cependant, jouissons, l'âge nous y convie. Avant de la quitter, il faut user la vie. Le moment d'être sage et voisin du tombeau. Allons, jeune homme, allons, marche, prends ce flambeau. On thy bosom, let me rest. More I would, but death invades me. Death is now a welcome guest. Trouble in thy breast.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. André tombe amoureux de Camille, la belle Madame de Bonneuil. Rompue aux intrigues du commerce mondain et savante dans les manèges de la coquetterie. J'étais un simple enfant, qu'elle était grande et belle. Que dis-je, dès ce temps, mon cœur, mon jeune cœur, commençait dans l'amour à sentir un vainqueur. Il se troublait, dès lors, au souci d'une belle. Camille, où tu n'es point, moi je n'ai pas de muse. Dors en pensant à moi. Rêve-moi près de toi, ne vois que moi sans cesse, et sois toute avec moi. Ô délice d'amour, et toi, noble paresse, vous aurez donc usé mon oisive jeunesse. Ô mon cœur, ô mes sens, laissez-moi respirer. Mais non, j'implore en vain un repos favorable. Je t'appartiens, amour, amour inexorable. André aime Camille, mais Camille est mariée, Camille est volage. André en perd le sommeil. Ô nuit, nuit douloureuse, ô toi tardive aurore, viens-tu, vas-tu venir, es-tu bien loin encore? Ah, tantôt sur un flanc, puis sur l'autre, au hasard, je me tourne et m'agite et ne peux nulle part trouver que l'insomnie amère, impatiente, qu'un malaise inquiet et qu'une fièvre ardente. Tu dors, belle Camille, et c'est toi, mon amour, qui retiens ma paupière ouverte jusqu'au jour. Ses amis s'inquiètent de la violence de cette passion. Il leur répond: Son sein a le duvet de ce fruit que je touche. Cette rose au matin sourit comme sa bouche. Le miel qu'ici l'abeille eut soin de déposer ne vaut pas à mon cœur le miel de son baiser. Hier, entre ses bras, sur sa lèvre fidèle, j'ai surpris quelques vers que j'avais faits pour elle, et sa bouche, au moment que j'allais la quitter, m'a dit « Tes vers sont doux, j'aime à les répéter. » Ses amis organisent pour lui un voyage en Suisse et en Italie. Le midi lui fait du bien. André aime ces paysages méditerranéens, mais loin de la France, la nostalgie le gagne. Il a beau jouir de la vie, son pessimisme prend toujours le dessus. Disons que c'est un épicurien neurasthénique. Souvent las d'être esclave et de boire la lie de ce calice amer que l'on nomme la vie, las du mépris des sots qui suit la pauvreté, je regarde la tombe, asile souhaité. Je souris à la mort volontaire et prochaine. Je me prie en pleurant d'oser rompre ma chaîne. Trop impatient de revoir sa Camille, il écourte le voyage, revient à Paris et se précipite dans les flots du grand monde. Nous sommes en 1787, la famille Chénier rencontre de sérieuses difficultés financières. L'heure n'est plus à l'insouciance. On quitte le Marais pour la rue du Sentier. André doit gagner sa vie pour aider ses parents. Grâce à François de Pange, il fait la connaissance du marquis de la Luzerne, ambassadeur de France à Londres, qui a besoin d'un secrétaire. Il s'embarque aussitôt. Au début, Londres lui plaît beaucoup. Malgré tout, la France lui manque. France, ô belle contrée, ô terre généreuse, que les dieux complaisants formaient pour être heureuse. Tu ne sens point du nord les glaçantes horreurs, le midi de tes feux t'épargne les ardeurs. Sans parents, sans amis et sans concitoyens, oublié sur la terre et loin de tous les miens, par les vagues jetées sur cette île farouche, le doux nom de la France est souvent sur ma bouche. Auprès d'un noir foyer, seul, je me plains du sort, je compte les moments, je souhaite la mort, et pas un seul ami dont la voix m'encourage, qui près de moi s'asseye, et voyant mon visage se baigner de mes pleurs et tomber sur mon sein, me disent « Qu'as-tu donc ?» et me presse la main.
C'est à Londres, cependant, qu'il reçoit avec fierté et bonheur, je cite, la nouvelle des événements de 1789. Le 5 mai, ouverture des États généraux, à Versailles, présidés par le roi Louis XVI. Noblesse, clergé et tiers-État s'unissent pour statuer ensemble sur ce qui ne va pas en France. Salut, peuple français. Ma main tresse pour toi les fleurs que fait naître la lyre. Reprends tes droits, rentre dans ton empire. Par toi, sous le niveau divin, la fière égalité range tout devant elle. Le 20 juin, trouvant la salle des États généraux fermée, les députés des 3 ordres se réfugient dans la salle du jeu de paume. Cette scène historique est immortalisée sur la toile par David, sur le papier par Chénier. Noble serment d'un si digne pinceau, la toile s'enflammait d'une éloquente vie. Les ministres de l'encensoir et les grands, et le peuple immense, tous jurant de ne se point quitter, que nous n'eussions des lois qui nous feraient libres et justes. Tout un peuple inondant jusqu'au faîte des toits, de larmes, de silence et de confuses voix, applaudissait ces vœux augustes. Ô jour, jour triomphant, jour saint, jour immortel, jour le plus beau qu'ait fait luire le ciel. Le 14 juillet, le peuple est réveillé, le peuple est souverain. L'euphorie est quasi générale. Toute la famille salue avec enthousiasme cette révolution. Le salon de Madame de Chénier est l'un des rendez-vous les plus fréquentés de la société libérale. Mais le grand homme du jour, c'est Marie-Joseph, son frère, qui triomphe à la Comédie Française, théâtre de la Nation, actuel Odéon, avec son Charles IX ou la Saint-Barthélemy. 5 actes joués par le jeune François-Joseph Talma. La pièce dénonce les abus du pouvoir monarchique du XVIe siècle, mais le public y décèle des coïncidences avec la situation du moment. Si Figaro a tué la noblesse, écrit Georges Danton, Charles IX a tué la royauté. André revient vite à Paris enflammé par les idées nouvelles, pressé de se rendre utile à la patrie. Qu'est-ce que ça signifie, tous ces baisers? Tu as quelque chose à te faire pardonner, hein? Jamais tu ne restes à la maison. Maman, après 2 ans d'Angleterre, j'ai bien le droit de profiter un peu de Paris, non? Il se passe ici des choses importantes. J'essaie de comprendre. La vie est passionnante ces temps-ci. Les gens s'agitent. On sent que quelque chose d'important se prépare. André rêve d'un gouvernement constitutionnel fondé sur une étroite collaboration entre le peuple et le roi. Pour lui, la loi et le roi sont inséparables. Si, dans un rang obscur, le destin tu fais naître homme bon, vertueux, c'est toi, c'est encore toi que la France équitable aurait choisi pour roi. Ces lignes datent de 1790. André Chénier est un idéaliste qui désire avant tout la liberté pour tous dans la paix. Politicien d'occasion, il ne sera jamais girouette. Son œuvre est considérable. Gardée religieusement par sa famille, elle ne sera éditée qu'après sa mort. Chateaubriand, Vigny, Hérédia, Lamartine, Sainte-Beuve, Musset et bien d'autres y seront pour beaucoup. À part une trentaine d'articles parus dans les gazettes entre 1790 et 1792, seuls 2 poèmes ont été publiés de son vivant, l'Ode au serment du jeu de paume et un hymne ironique et virulent sur l'entrée triomphale des Suisses de Châteauvieux. Ces mutins assassins qui, après avoir pillé, massacré, tué leur colonel, nommé Désille, avaient été condamnés puis amnistiés et reçus en héros à Paris par l'Assemblée législative. Salut, divin triomphe, entre dans nos murailles. Rends-nous ces guerriers illustres par le sang de Désille et par les funérailles de tant de Français massacrés. 40 meurtriers chéris de Robespierre vont s'élever sur nos autels. Beaux-arts qui faites vivre et la toile et la pierre, hâtez-vous. Rendez immortel ce grand colo d'herbois. Tandis que la famille royale réside sous surveillance au palais des Tuileries rebaptisé Palais National, des clubs de réflexion se forment. Dès 1791, 2 tendances s'affrontent, les modérés au club des Feuillants, rue du Faubourg Saint-Honoré, et les exaltés au club des Jacobins, place du marché Saint-Honoré. André fait partie des Feuillants avec ses amis Pange, Lacretelle et Trudaine. Marie-Joseph, son frère, poète national, se range du côté des Jacobins avec Barrère, Collot d'Herbois, Robespierre, Lebrun, David et Pétion, second maire de Paris, surnommé le maire d'eux. Marie-Joseph aime la célébrité, les ovations du public. André ne se plaît, lui, que dans la solitude, le recueillement, la discrétion. Moi j'ai besoin d'aimer, qu'ai-je besoin de gloire. Mon frère,
Que jamais la tristesse importune ne trouble tes prospérités. Va remplir à la fois la scène et la tribune. Que les grandeurs et la fortune te comblent de leurs biens, ô talent mérité. Les deux frères s'aiment d'une tendre amitié que la Révolution éloignera peut-être, mais ne séparera jamais. Fais attention, André. Surveille tes articles. Ne continue pas à t'exposer. N'insiste pas, veux-tu? Nous ne pensons plus de la même façon. Moi, depuis quelque temps, je ne me suis battu que pour la paix et la sécurité. La révolution est terminée. Mes écrits n'ont pas d'autre but que de vous empêcher de plonger notre malheureux pays dans une nouvelle et sanglante catastrophe. Ah, tu n'es qu'un rêveur. La révolution est encore faible. Certains généraux trahissent et passent à l'ennemi. Le pays peut être envahi par les troupes étrangères d'un moment à l'autre. Laisse les aristocrates relever la tête et tu verras bientôt le résultat. Quand je suis parti, tu étais un homme honnête, équilibré. Maintenant, tu sembles obsédé par quelque chose qui me fait peur. Le 10 août 1792, tout se précipite. Le duc de Brunswick, général en chef des armées austro-prussiennes, annonce maladroitement que si la famille royale détenue aux Tuileries n'est pas libérée, il envahira la France. La panique s'installe. Les Tuileries sont mises à sac. La famille royale emprisonnée dans le donjon du Temple. André, ulcéré, proteste violemment dans le journal de Paris et rend hommage à la fermeté d'âme de Louis XVI. Il écrit « Citoyens, honnêtes et fidèles, les méchants ont le courage de la haine, et les bons n'ont pas le courage de la vertu. Que vois-je autour de moi? Un gouvernement esclave de la tyrannie populaire, un roi sans aucune autorité, un peuple sans aucun frein. L'interdiction de voyager, les comités d'inquisition fouillant les maisons, les papiers, les pensées, est un spectacle ignominieux pour le nom français, pour l'espèce humaine. Excusera-t-on dans des hommes cette horrible soif du sang? Il ne faut pas confondre démagogie avec démocratie, anarchie avec liberté, propagande avec information et populace avec peuple. On s'injurie copieusement par journaux interposés. André n'hésite pas à traiter Collot d'Herbois, ancien acteur, de bouffon qui n'a fait que changer de tréteau. Les Jacobins sont des sycophantes, délateurs, des calomniateurs, des fourbes ambitieux et menteurs, aussi méprisés que méprisables, des histrions, des galériens, des voleurs avec effraction, des harangueurs de clubs et de halles. Camille Desmoulins vitupère dans son journal des révolutions de France et de Brabant sur je ne sais quel André Chénier qui n'est pas le Chénier de Charles IX. Le journal de Paris est interdit et brûlé, le club des Feuillants est fermé. Au mois de septembre 1792, dans les prisons, le massacre d'environ 1400 citoyens est revendiqué par Jean-Paul Marat et Georges Danton, ministres de la Justice. André écœuré part pour Rouen. La persécution ne fait pas de prosélytes, elle ne fait que des martyrs. Ma muse fuit les champs abreuvés de carnage, et ses pieds innocents ne se poseront pas où la cendre des morts gémirait sous ses pas. Elle pâlit d'entendre et le cri des batailles, et les assauts tonnants qui frappent les murailles, et le sang qui jaillit sous les pointes des reins souillerait la blancheur de sa robe de lin. Je suis encore en vie. Je pourrais ajouter qu'ayant fait du bien à plus d'un homme, et n'ayant jamais fait de mal à qui que ce soit, je ne dois avoir couru aucun risque, ni avoir eu rien à craindre. Mais on pourra me répondre que ce n'est pas une raison. J'ai néanmoins publié de temps en temps des réflexions que je croyais utiles, et je n'ai point changé d'opinion. Cette franchise, qui n'a rien empêché, ne m'a valu que beaucoup de haine, de persécution et de calomnie. As-tu vu le dernier article d'André Chénier? Oui. S'il n'avait pas un frère député, à l'heure qu'il est. La Révolution a repris sa marche en avant. Ce ne sont certainement pas les écrits de M. Chénier qui lui feront obstacle. Mais il fréquente un groupe de personnes suspectes. Les Julien, les Pange. Est-ce que tu veux que je m'occupe de lui? Non, ce n'est pas nécessaire. Il se compromet suffisamment par son attitude. Quand pourrais-je habiter un champ qui soit à moi? Et villageois tranquille, ayant pour tout emploi dormir et ne rien faire, inutile poète, goûter le doux oubli d'une vie inquiète. Oh oui, je veux un jour, en des bords retirés, sur un riche coteau ceint de bois et de prés, avoir amis, enfants
épouse belle et sage, errer un livre en main de bocage en bocage, savourer sans remords, sans crainte, sans désir, une paix dont nul bien n'égale les plaisirs. Janvier 1793. Louis XVI, jugé devant la Convention, est déclaré coupable de conspiration contre la liberté publique. Le jour où Marie-Joseph monte à la tribune voter la mort du roi, André revient à Paris pour prêter son aide à Malesherbes, défenseur du roi, moins par attachement monarchique que par conviction sincère et générosité pure. Le 21 janvier 1793, le roi est exécuté place de la Révolution. Maintenant, place de la Concorde. André, malade, se réfugie à Versailles, rebaptisé Berceau de la Liberté, dans une petite maison au 69 de la rue de Satory. Versailles, tes routes fleuries, ton silence fertile en belle rêverie, tout à coup à mes yeux s'enveloppe de deuil. J'y vois errer l'ombre livide d'un peuple d'innocents qu'un tribunal perfide précipite dans le cercueil. Tout a fui, des grandeurs tu n'es plus le séjour, mais le sommeil, la solitude composent aujourd'hui ta cour. Que vous ai-je donc fait, ô mes jeunes années, pour m'avoir fui si vite et vous être éloignés, me croyant satisfait? Son exil est atténué par une muse consolatrice, la belle Madame Lecouteux, dite Fanny, au château de Voisin, près de Louvciennes. On dit alors Lucienne. Paris me semble un autre empire, dès que chez toi je vois sourire mes pénates secrets couronnés de rameaux. Fanny, l'heureux mortel qui près de toi respire, sait à te voir parler et rougir et sourire, de quel hôte divin le ciel est habité. La grâce, la candeur, la naïve innocence ont, depuis mon enfance, de tout ce qui peut plaire, enrichi ta beauté. Nymphe tendre et vermeille, ô jeune poésie, quel bois est aujourd'hui ta retraite choisie? Quelle fleur près d'une onde où s'égarent tes pas se courbe mollement sous tes pieds délicats? Le 13 juillet 1793, une jeune Normande, descendante du Grand Corneille, poignarde Jean-Paul Marat dans sa baignoire. L'ami du peuple est aussitôt immortalisé par David, qui n'est plus pour André que... Ce stupide David qu'autrefois j'ai chanté. Marat, nul n'aimant le sang. Qu'on parle d'un vil scélérat, ne pensons qu'à Marat. 4 jours plus tard, Charlotte Corday, en robe écarlate. Belle, jeune, brillante, aux bourreaux amenés, tu semblais avancer sur le char d'Hyménée. Ton front resta paisible et ton regard serein. Calme sur l'échafaud, tu méprisas la rage d'un peuple abject, servile et fécond en outrage, et qui se croit alors et libre et souverain. Les tribunaux révolutionnaires redoublent d'activité. Le 17 septembre 1793, Bertrand Barrère de Vieuzac, dit l'Anacréon de la guillotine, fait voter la loi des suspects qui instaure la terreur. La peur aussi donne du courage. Elle fait qu'on se met avec éclat du côté du plus fort, qui a tort, pour accabler le plus faible, qui a tort aussi. Est suspect. Celui qui, dans une assemblée populaire, prononce des discours astucieux. Celui qui parle mystérieusement des malheurs de la République. Celui qui s'apitoie sur le sort du peuple. Celui qui a changé de conduite et de langage selon les événements. Celui qui déclame avec emphase contre les fautes légères des patriotes. Celui qui n'a rien fait pour la République. Celui qui ne fréquente pas sa section. Celui qui, etc. Lavoisier est condamné à mort. La République n'a pas besoin de chimistes. Une grande dame sourde est condamnée à mort.
a comploté sourdement contre la République, etc. etc. André reste caché à Versailles, berceau de la liberté. Seule consolation, quelques amis que l'on se risque à visiter dans l'ombre. Et ce soir-là, 7 mars 1794, 17 Ventose en 2, comme on doit dorénavant dire, il se rend à Passy, à pied, chez ses amis Bastoret, où il retrouve François de Pange. Lucrèce d'Esta, dont la présence lui fait déjà battre le cœur, s'y trouvera également. Il arrive à la nuit tombante. Une patrouille est là. Ses amis ont eu le temps de fuir. Il est interrogé par le patriote Nicolas Guénaud. Voici un extrait du procès-verbal. À lui demander comment il connaissait le citoyen Pastoret. A répondu qu'il l'avait rencontré chez la citoyenne Trudaine. À lui demander quelle rue elle demeurait alors. A répondu sur la place de la Révolution, la maison à côté. À lui représenter qu'il n'est pas juste dans sa réponse, attendu que place de la Révolution, il n'y a pas de citoyen qui se nomme Côté. A répondu qu'il entendait la maison voisine, la maison à côté. À lui représenter qu'il nous fait des phrases, attendu qu'il nous a répété 2 fois la maison à côté. A répondu qu'il dit la vérité. La lutte n'est pas égale, Chénier refuse de signer ce procès-verbal inepte. Aussi accusé de délit d'ironie. Convaincu par les patriotes Guénaud, Cramoisin et Bougou d'être l'ennemi du peuple français, André Chénier, 31 ans, demeurant à Paris, section de Brutus, rue de Cléry, numéro 97, est amené séant à la maison Lazare, 107 rue du Faubourg Saint-Denis, pour y être détenu par mesure de sûreté générale. La vie est rude à la prison Saint-Lazare, pas loin de 900 prisonniers, dont le peintre Hubert Robert, le poète Roucher. On évite de se parler, soupçonnant un espion derrière chaque porte. André réussit à faire passer dans un panier de linge d'une écriture microscopique les fameux iambes qui feront sa gloire. L'épi naissant mûrit de la faux respectée. Sans crainte du pressoir, le pampre, tout l'été, boit les doux présents de l'aurore. Et moi, comme lui, belle, et jeune comme lui, quoique l'heure présente ait de troubles et d'ennuis, je ne veux point mourir encore. Qu'un stoïque aux yeux secs vole embrasser la mort. Moi je pleure et j'espère au noir souffle du nord. Je plie et relève ma tête. S'il est des jours amers, il en est de si doux. Hélas, quel miel jamais n'a laissé de dégoût? Quelle mer n'a point de tempête? Ô mort, tu peux attendre. Éloigne, éloigne-toi. Va consoler les cœurs que la honte, l'effroi, le pâle désespoir dévorent. Pour moi paraissent encore à des asiles verts les amours des baisers, les muses des concerts. Je ne veux point mourir encore. Apro
ainsi, triste et captif, Malire, toutefois, s'éveillait écoutant ces plaintes, cette voix, ces vœux d'une jeune captive, et secouant le fait de mes jours languissants, aux douces lois des vers, je pliais les accents de sa bouche aimable et naïve. Elle s'appelle Aimée de Cogny, cette jeune captive. Elle survivra à la Révolution. Du fond de son cachot, André apprend que Robespierre fait décréter une fête à l'être suprême. Quoi, Dieu Tout-Puissant? Tu souffres que de pareils personnages te louent et t'avouent. Tu endures la dérision avec laquelle ils te bravent et crois que tu existes quand ils vivent. Tu ne crains pas qu'au pied de ton superbe trône, Spinoza te parlant tout bas vienne te dire encore « Entre nous je soupçonne, Seigneur, que vous n'existez pas » et tu ne tonnes pas. Et les cris de tant d'infortunés ne montent pas jusqu'à toi. Et tu laisses un pauvre diable de poète se charger de leur vengeance et tonner, seul, sur ces scélérats et sur l'horrible tribunal. Ces porte-plumets, ces commis de carnage, ces noirs accusateurs, Fouquier, ces coutons, ces Brissot, horrible aréopage de voleurs et de meurtriers, ce tribunal impie qui mange, boit, rote du sang. Justement, ce tribunal impie s'apprête. Marie-Joseph ne peut rien faire pour son frère. Même s'il vient d'écrire les paroles du chant du départ, il devient un suspect, lui aussi. Son père, imprudemment, fatigue de ses visites les bureaux des comités pour obtenir la libération d'André. Que pouvaient mes amis, oui, de leurs mains chéries, un mot à travers ces barreaux eût versé quelque baume en mon âme flétrie, de l'or peut-être à mes bourreaux. Quant aux moutons bêlant la sombre boucherie, ouvre ses cavernes de mort, pâtres, chiens et moutons, toute la bergerie ne s'informe plus de son sort. Sur les gonds de fer, soudain, les portes crient. Le pourvoyeur paraît, quelle sera la proie que la hache appelle aujourd'hui. Chacun frissonne, écoute, et chacun, avec joie, voit que ce n'est pas encore lui. Ce sera toi demain, insensible imbécile. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi avez-vous fait arrêter mon fils? On l'a incarcéré à la prison de Saint-Lazare. Il ne m'a même pas permis de le voir. Il n'a jamais rien fait de mal. Pourquoi l'avez-vous privé de la liberté? Il n'a jamais mérité de la perdre. De quoi est-il accusé? Son acte d'accusation n'a pas encore été rédigé. Mais vous ne pouvez pas garder en prison un honnête citoyen, sans qu'on sache au moins quel est le crime dont vous l'accusez. Croyez-moi, André est un homme loyal. Vous pouvez lui venir en aide en le faisant juger tout de suite et en le faisant remettre en liberté. Prenez ceci. C'est tout ce que je possède. Faites tout ce qui sera nécessaire. En dernier recours, le père d'André va supplier Barère de laisser sortir son fils. C'est bon. Dit enfin Barère. Ton fils sortira dans 3 jours. Effectivement, André sort de prison 3 jours après, mais c'est pour aller à l'échafaud. Si son père n'était pas intervenu, André aurait été sauvé. 2 jours plus tard, 9 Thermidor, 27 juillet 1794, la France était délivrée de la terreur. Pour avoir fait partie des écrivains stipendiés du tyran. Pour avoir égaré et corrompu l'esprit public et préparé tous les crimes du despotisme et de la tyrannie. Pour avoir rédigé le supplément du Journal de Paris sous l'apparence de soutenir les principes constitutionnels. Place du Trône renversé à la barrière de Vincennes, aujourd'hui place de la Nation. Ce jour de l'Armoise Septidie, 7 Thermidor, an 2 de la République, une et indivisible. 25 juillet 1794, lieu style. André Chénier, poète. Il a 31 ans. Comme un dernier rayon, comme un dernier zéphyr anime la fin d'un beau jour, au pied de l'échafaud, j'essaie encore ma lyre. Mourir, sans vider mon carquois, sans percer, sans fouler, sans pétrir dans leurs fanges ces bourreaux, barbouilleurs de lois. Jeune et divine poésie, quoique ces temps d'orage éclipsent ton flambeau. Ô ma plume, ô mon cher trésor, par toi seul, je respire encore. Allons, étouffe tes clameurs, souffre, ô cœur, gros de haine, affamé de justice. Et toi, vertu, pleure si je meurs. Et pour la petite anecdote, lorsqu'André Chénier, sur la charrette, attendait son tour pour être mené à la guillotine, il lisait
Le bourreau l'appelle. Citoyen Chénier, c'est à toi. Et là, André Chénier, refermant son livre, a d'abord corné la page. Ça peut pas faire de mal. Cette émission, réalisée par Xavier Pestugia avec Pascal Bénard à la technique, a été entièrement préparée par Catherine Salvien. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Guillaume Gallienne. Merci à Estelle Gap et Laura Elmaki pour leur aide précieuse. Bonne soirée et à la semaine prochaine.